L'histoire nous laisse toujours des traces. Qu'elles soient gravées sur des pierres, enfermées dans des bâtiments ou enterrées profondément sous la terre. Les enseignements des anciens sont transmis à travers le temps, nous rappelant que le présent s'appuie sur le passé. Le district de Girong à Shigatse, au Xizang, est un lieu unique. Les sommets enneigés entourent une forêt primitive où les arbres verts offrent une ombre dense. Les cascades dévalent les montagnes, souvent sous un soleil éclatant. Depuis l'Antiquité, cet endroit est un passage clé pour les commerçants et les émissaires entre la Chine et le Népal, ainsi qu'un des principaux passages de l'ancienne route du thé et des chevaux vers l'Asie du Sud. Au cœur des hautes vallées montagneuses subsiste un site historique, le site de la bataille où les Qing repoussèrent les Gurkhas. Les traces de cette bataille sont encore visibles. Les falaises abruptes rendent le lieu facile à défendre, mais difficile à attaquer, semblant annoncer une détermination pour la victoire. À la fin de l'automne de l'année 1790, 10 ans après le décès du 6e Panchen Erdeni à Beijing, les soldats de l'armée d'invasion des Gurkhas ont dépassé les frontières. Ils ont dépouillé le monastère de Tashilhunpo, emportant tout ce que l'empereur Qianlong avait donné au Panchen Erdeni, dont des statues de Bouddha en or et argent, des ustensiles de culte, des perles, des coraux, des gemmes et même la charte d'investiture en or du Panchen Erdeni par le gouvernement des Qing. La nouvelle venue de loin a irrité l'empereur Qianlong. En 1791, il a désigné Fu Kang'an comme général en chef, assisté des conseillers Hai Lancha et Guilin pour lancer une contre-offensive au Xizang. Suite à cet ordre, Fu Kang'an a mené son armée dans une marche forcée de 4600 li pendant 60 jours pour entrer au Xizang. Le grand étendard est balayé par le gel sévère. Les lamentations des corps résonnent le long de la frontière. Le sable volant furieusement tourbillonne et le vent de face frappe comme la grêle. Ce poème de Yang Kuei, un officier qui a accompagné Fu Kang'an au Xizang, témoigne de la dureté de la marche à cette époque. Cependant, ceux qui offensent la Chine sont inévitablement punis. Après l'arrivée de Fu Kang'an au Xizang, une première victoire a été remportée contre l'armée des Gurkhas à Kamu, suivie d'une seconde victoire à Jilong. Des milliers de soldats Gurkhas ont été tués avec 7 victoires consécutives, expulsant ainsi tous les envahisseurs Gurkhas du territoire. En juillet 1792, l'armée des Qing a remporté une victoire totale, avançant de plus de 700 li dans le territoire des Gurkhas, atteignant Yen, situé à environ 20 li de l'actuel Katmandou. Le roi des Gurkhas a envoyé des émissaires pour se rendre en restituant des biens pillés du monastère de Tashilhunpo. Les anciens champs de bataille, qui sont maintenant baignés de soleil, revêtus d'une végétation prolifique. Des siècles plus tard, les descendants ont ouvert des routes à travers les montagnes et érigé une stèle ici, nommée Ravin des Héros, faisant écho au Fort des Invincibles laissé par leurs ancêtres, narrant l'inspiration noble de la nation à l'intégrité sacrée.
Ce tableau est conservé jusqu'à aujourd'hui au musée du Palais impérial. La fumée de la guerre y a disparu. Devant le pavillon Ziguang, une tente précieuse a été dressée. Les émissaires venant des Gurkhas sont déjà à genoux sur le sol, attendant l'arrivée de l'empereur Tianlong. Dans ce tableau, l'année de Guizhou correspond à la 58e année du règne de Tianlong. Âgé de 83 ans, Tianlong avançait majestueusement sous les regards admiratifs de tous, témoignant de son prestige suprême. Les tribus, en provenance de Gurkha, en chemin vers le nord en direction de Beijing, illustrent la majesté de l'empire. 库尔喀之战呢，据文献记载，他花费了清朝当年税收的1/4，也就是说，有1052万两白银，应该说是一个很大的一个数字。这场战役也给西藏带来了近50年的和平和安宁。当中央政府强盛的时候，西藏的发展那就是能得到保障。康熙末年，准噶尔盟国曾经进西藏占了3年多，康熙皇帝2次出兵驱准保藏。乾隆年间又把入侵的库尔喀的侵略者把他要赶出去，又保护了这扎什伦布寺，说明当时清朝统一政权稳定的时候，能够彻底解决西藏的问题，能安定。 这就是一种关系。 La stabilité du Xizang dépend du pays. Lorsque le pays est en déclin, le Xizang est troublé. Pendant l'ère prospère des empereurs de Kangxi à Tianlong, la population chinoise a doublé et l'économie a prospéré, créant les bases de la carte de la Chine d'aujourd'hui. Le thé, la soie et la porcelaine de la Chine sont également devenus indispensables du style de vie de luxe que les pays européens se sont empressés de suivre. Cependant, tout cela a été brisé par le fracas des canons en 1840. Au fur et à mesure de la décadence du gouvernement des Qing, avec l'effondrement de l'autorité centrale, le Xizang a également traversé des temps difficiles. Le monastère de Tashilhunpo était lui aussi pris dans le tourbillon de l'époque. En 1783, l'Anglais Samuel Turner est venu rencontrer le 7e Panchen Erdeni au monastère de Tashilhunpo. Il a été profondément impressionné par les spectaculaires toits dorés et a écrit « Rien ne peut être plus merveilleux que la lumière du soleil levant qui se reflète sur les nombreux toits dorés et leurs 4 coins, créant une magnificence éblouissante. » Au XVIIe siècle, des missionnaires du Portugal, d'Italie, d'Angleterre, de France, de Russie et d'autres pays ont été envoyés au Xizang, où la Bible n'avait pas encore été diffusée. Avec la progression de la Compagnie britannique des Indes orientales, qui a finalement conquis l'ensemble de l'Inde, le Xizang de Chine est également devenu leur prochaine cible. L'Occident convoitant le Xizang, le gouvernement des Qing s'est retrouvé incapable de résister aux attaques de l'Occident. En 1876, avec la signature du traité de Yantai, les missionnaires et explorateurs britanniques ont finalement obtenu un passage vers le Xizang. Parmi ces explorateurs occidentaux cherchant à pénétrer au Xizang, se trouvait un explorateur britannique, plus tard confirmé comme un militaire britannique animé d'ambition coloniale. Son arrivée au Xizang a engendré d'énormes catastrophes, ce qui lui a valu le surnom de boucher du Xizang,
Il s'agit de Francis Younghusband. Selon l'histoire de l'invasion britannique du Xizang sous la dynastie des Qing, en novembre 1903, la Grande-Bretagne a mobilisé une force de près de 10 000 soldats dirigée par James MacDonald et Francis Younghusband pour envahir le Xizang. 英国把印度当作殖民地之后，他有一个想法，就是把印度跟西藏连接起来，形成了一个大片的统治的地方。英国侵略西藏，最主要的有2次，一次呢是1888年，最著名的战役就是龙土山战役。英国发动对西藏的第2次战争是在1903年到1904年。 尤其是1904年发生的江孜之战。 Aujourd'hui, les documents sur la Seconde Guerre anti-britannique sont toujours conservés au musée de Gyantsé. 这个是英国的最高的指挥官，名字叫做卢克峰嘛。在侵略西部那个英国人吧。 Le 31 mars 1904, en l'espace de quelques minutes seulement, l'armée britannique a fait de cette journée la plus meurtrière pour le massacre des soldats et des civils tibétains. Les Britanniques ont proposé un cessez-le-feu pour inciter les soldats tibétains à éteindre leurs mèches d'allumage. Lors du cessez-le-feu, l'armée tibétaine nécessitait du temps pour amorcer les mèches de leurs mousquets. Les Britanniques en ont profité pour lancer une attaque surprise avec leurs armes modernes. En seulement 4 minutes, plus de 700 soldats et civils tibétains, mal vêtus et mal équipés, ont été tués. 班禅的代表苏康努、如本康萨以及拉萨三大寺的移民代表当场就被击毙了。 L'énorme disparité de force a rendu la victoire des soldats et civils tibétains une tâche impossible. Cependant, cette guerre a mis en évidence la détermination et la volonté des soldats et civils tibétains à défendre le territoire chinois jusqu'à la mort. Aujourd'hui, à Gyantsé du Xizang, les impacts de balles sur les murs du monastère de Nenying rappellent constamment aux gens. 인지 먹니다 먼지체 대난 그 ring 망부지 갑티도산에 되네 도르전 쇼르틴데 셰베스 갑티도기 멘다표슈 하기는 라데어스 인지 막 대가 갑고도 멘다표체 슈응에서란다는도 대기 슈체 된 고튼 선에서 대죠 슈다 된저레스. Le monastère de Nenying était la porte de défense de Gyantsé, qui était l'inévitable porte d'entrée de Lhasa. Après avoir conquis le monastère de Nenying, les Britanniques ont ensuite pris le monastère de Tsechen au nord-ouest de Gyantsé, coupant ainsi le lien entre Gyantsé et Shigatsé. À midi du 5 juillet, les militaires britanniques ont lancé une attaque générale sur Gyantsé. À 100 km du monastère de Tashilhunpo se trouve le gouvernement du Dzong de Gyantsé. D'ici, nous pouvons contempler la totalité de Gyantsé. Baigné de soleil, tout est serein. Il est difficile d'imaginer qu'à l'été 1904, ce lieu a été le théâtre d'un combat acharné qui a duré plus de 2 mois. Plus de 5000 militants tibétains occupant le mont Dzongri de Gyantsé, armés de fusils rudimentaires, de grandes épées, de frondes et de lance-pierres, ont combattu contre les forces britanniques équipées de fusils et de canons. Finalement,
Dépassés par le nombre et à court de munitions, les guerriers sautent des falaises du côté nord du mont Zhongri. En observant attentivement, on peut encore trouver des traces de balles laissées par l'invasion britannique sur les murs ornés de nombreuses fresques. L'histoire se répète sans cesse, montrant le chemin aux personnes égarées. Le 7 septembre 1940, la maison de Francis Younghusband, âgé de 77 ans, a été détruite lors du vaste bombardement de Londres par la flotte allemande nazie. Seule a survécu une petite statue de Bouddha qu'il avait rapportée du Xizang. Selon la légende, elle lui avait été offerte par un Bouddha vivant lors d'une négociation sous sa baïonnette. Ce vieil homme bienveillant et aux yeux perçants a retrouvé Younghusband et lui a offert une petite statue de Bouddha en bronze, en disant « Je n'ai pas d'argent, je ne peux que vous offrir cette statue de Bouddha. Lorsque nous la contemplons, nous ne pensons qu'à la paix, rien d'autre. » Le 14 juillet 1904, après la fin de la bataille de Gyantsé, les forces d'invasion britanniques ont commencé à avancer vers Lhasa. Bien que les militaires et civils tibétains aient résisté tout au long du chemin, l'infériorité numérique ne leur a pas permis de résister à l'invasion britannique. Le 13e Dalai Lama, après avoir entendu cette nouvelle, a quitté discrètement Lhasa avec quelques escortes avant l'arrivée des forces britanniques. Le 3 août, les soldats britanniques, armés de fusils, sont entrés dans la ville de Lhasa en passant devant le palais du Potala. Les envahisseurs britanniques planifiaient simultanément un autre complot, forçant le 9e Panchen Erdeni à se rendre en Inde pour rencontrer un prince britannique, pour le contraindre à se soumettre aux Britanniques et à agir en tant qu'agent britannique au Xizang. 九世班禅啊，受到了英国侵略者的威吓。英国侵略者曾经说：“你最好去访问印度，跟我们拉了关系。如果你要是再抵抗，我们就直接占领扎什伦布寺，直接把你那儿给你毁掉。”九世班禅就是在这种英国侵略者的威迫之下，去印度进行了访问。但是九世班禅在印度期间呢，他并没有做任何有损国家利益的事情。 Lorsque le 9e Panchen Erdeni est arrivé en Inde, O'Connor a demandé au Panchen Erdeni de s'agenouiller devant le prince britannique. Cependant, le Panchen Erdeni a refusé en disant « Je m'agenouille uniquement devant l'empereur chinois ». Les efforts britanniques pour le faire succomber ont échoué. Mais l'incapacité du gouvernement des Qing a conduit à une situation complexe au Xizang. 当时13世达赖喇嘛要推行新政，要在前藏和后藏都要征收军饷、收税，还有指派乌兰这些，所以呢，这些摊派的一些工作就落实到了后藏，使九世班禅的利益或者是后藏的利益受到了损失。帝国主义入侵的情况下，不断的挑拨中央政府和西藏地方的关系，不断的就挑拨班禅和达赖之间的关系，所以我们边疆的危机就逐渐的凸显出来了，而且越来越严重。
Durant une nuit d'hiver de 1923, le 9e Panchen Erdeni, accompagné de quelques escortes, a quitté le monastère de Tashilhunpo, a traversé la région de Changtang, du nord du Xizang, et les monts Tanggula pour s'échapper vers les provinces intérieures. En 1928, les luttes entre les seigneurs de guerre étaient temporairement en arrêt. Et le gouvernement nationaliste de Nanjing a été établi en Chine. En 1929, le gouvernement nationaliste de Nanjing a établi la Commission des affaires mongoles et tibétaines pour gérer les affaires mongoles et tibétaines. Fin 1932, lors de la 3e session de la réunion de l'Institut Nouvelle-Asie, le 9e Panchen Erdeni, invité d'honneur, a prononcé un discours important, intitulé « Le Xizang fait partie du territoire national de la Chine ». Le Xizang étant une partie intégrante de la Chine, une invasion impérialiste reviendrait à détruire notre porte. Ce qui ne manquerait pas de nous causer inévitablement de grands problèmes frontaliers. Pour assurer l'union entre les régions mongoles, tibétaines et tous les groupes ethniques du pays, un vaste effort est requis. Ceci nécessite un effort conjoint depuis le gouvernement central jusqu'au peuple. Le 9e Panchen Erdeni a estimé qu'une gestion adéquate de la politique frontalière pouvait non seulement résoudre les problèmes aux frontières, mais aussi établir des fondations solides pour la prospérité et la force durable de la nation et du pays. Le 18 septembre 1931, l'incident du 18 septembre a éclaté, entraînant l'occupation du nord-est de la Chine par le Japon et exacerbant la crise en Mongolie intérieure. Confronté à une situation dangereuse, le 9e Panchen Erdeni, sans se soucier de sa propre sécurité, a entrepris d'apaiser les tensions ethniques entre les Mongols et les Han, unissant les peuples de différentes ethnies et appelant le peuple à se défendre ensemble contre l'agression étrangère. Juste à ce moment-là, une mauvaise nouvelle est arrivée du Xizang. Le 17 septembre 1933, le 13e Dalai Lama est soudainement décédé à Lhasa. Avant de mourir, le 13e Dalai Lama pensait beaucoup au 9e Panchen Erdeni dont il avait depuis longtemps dissipé ses malentendus. Dans son testament, il a écrit « Mon condisciple, le Panchen Erdeni, détient du pouvoir au centre. Il faut rapidement l'inviter à revenir pour préserver l'état religieux. Les moines et les résidents de tout le Xizang devraient suivre ses préceptes. » 我们知道历史上达赖和班禅之间的关系应该说是和睦的，双方之间有一个合作的关系，分担责任的关系。他们之间在这个时候同样也是团结一心，反对外来入侵。13世达赖喇嘛和9世班禅呢，是站在一条战线上，是维护西藏的利益，也是让维护国家的利益。 Le 9e Panchen Erdeni, apprenant le décès du 13e Dalai Lama, était accablé de chagrin. Il a personnellement fait don de 73 200 yuan pour financer les chants des lamas des temples et monastères du Xizang, du Qinghai, du Xikang, de la Mongolie intérieure et d'autres régions. En 1937, épuisé et affaibli, le 9e Panchen Erdeni n'a pas pu retourner au monastère de Tashilhunpo. En décembre, il est décédé au Jalapodrang du monastère de Gyegu à Yushu. Dans son testament, le 9e Panchen Erdeni a écrit « Mes souhaits durant ma vie ont été de soutenir le gouvernement central, de diffuser le bouddhisme, de favoriser l'unité des 5 groupes ethniques et de garantir la prospérité nationale. Durant les 15 dernières années, j'ai parcouru le territoire et été dûment reconnu par le gouvernement central. J'ai vu un véritable respect pour le bouddhisme et une équité envers les Tibétains. Cela me rassure et renforce ma volonté. » Au monastère de Tashilhunpo, de Shigatse, du Xizang, le trône du Panchen Erdeni attend toujours le retour de son maître depuis près de 30 ans.
Bien que la période de la République de Chine ait été marquée par des luttes de seigneurs de guerre et des troubles internes fréquents, avec un pays affaibli, le gouvernement central a défendu fermement la souveraineté du Xizang. Le 14e Dalai Lama et le 10e Panchen Erdeni ont continué à recevoir leur nomination du gouvernement central. 民国的这段历史能够很好的说明，即便就是在那么一个特殊的时期，中央政府不够强大，外部势力介入很深，那么就在那样一个困难的前提条件下，活佛转世制度的传承呢都没有中断过。中国共产党它解决这个历史遗留下来的问题，中央政府出台的政策非常明确，班禅额尔德尼、达赖喇嘛照常供职。你原来是什么职务，你是什么地位，你享有什么权利，那中央政府呢就是一概不予变动。中华人民共和国中央人民政府今天成立了。 Le 1er octobre 1949, lors de la fondation de la Chine nouvelle, le gouvernement central a reçu un télégramme de félicitations spéciales. À 11 ans seulement, le 10e Panchen Erdeni a témoigné son soutien envers le Parti communiste chinois et le gouvernement populaire au président Mao Zedong et au commandant Zhu De par télégramme. Il a souhaité une libération imminente du Xizang, s'est engagé à contribuer à l'achèvement de l'unification du pays et a proposé de retourner au Xizang. Le 23 mai 1951, le gouvernement populaire central et le gouvernement local du Xizang ont signé l'accord en 17 points concernant la libération pacifique du Xizang, abrégé en « accord en 17 points ». Cela a marqué la libération pacifique officielle du Xizang. Cet accord revêt une signification particulière pour le monastère de Tashilhunpo, annonçant également le retour imminent du maître du trône du Panchen Erdeni après environ 30 ans. 这在历史上呢，也是一个盛大的一个历史事件。从九世班禅出走内地，一直到十世班禅返回扎什伦布寺，是经历了一个漫长曲折的过程。17条协议对班禅额尔德尼来说，确实是意义非常重大的因为这个17条协议的第5条明确规定，班禅额尔德尼的固有地位及职权应以维持。正是因为有了这样的一条的规定呢，班禅额尔德尼这个回到扎什伦布寺也是变得顺理成章也得到了保证。En décembre 1951, avec le soutien et l'aide du gouvernement populaire central, le Panchen Erdeni et son assemblée des Khenpo, accompagnés de plus de 1200 personnes, ont quitté Xining pour retourner au Xizang. Le vice-président du comité militaire et politique du Nord-Ouest à l'époque, le camarade Xi Zhongxun, a été spécialement envoyé à Xining par le gouvernement central pour l'accompagner lors de son départ. Le 23 juin 1952, toute la ville de Shingatse était en liesse, avec les drapeaux rouges aux 5 étoiles hissés dans les rues. Depuis les rives de la rivière Nyangchu jusqu'au monastère de Tashilhunpo, plus de 20 000 moines et fidèles étaient alignés pour accueillir le 10e Panchen Erdeni et lui rendre hommage. La Chine nouvelle est radieuse. Et le monastère de Tashilhunpo a également connu de nouveaux changements.
En 1959, le 10e Panchen Erdeni a commencé à promouvoir l'introduction de la Constitution dans les temples pour prôner la réforme démocratique, en respectant la loi et défendant l'unité nationale comme principes fondamentaux pour les monastères. 他也谆谆地教导我们说，我们要高举爱国主义的旗帜，维护祖国统一、民族团结，非常鲜明地表明他的这样一种对于党的生活的感情。 Chaque année, l'hiver est la saison la plus froide sur le plateau, avec de l'air plus raréfié. Le 9 janvier 1989, le Panchen Erdeni a quitté Beijing en avion spécial pour se rendre au monastère de Tashilhunpo à Shigatse du Xizang, afin de présider la cérémonie de consécration du stupa funéraire commun Tashi Namgyal pour les Panchen Erdeni de la 5e à la 9e réincarnation. Le 27 janvier 1989, le Panchen Erdeni Choeki Gyaltsen était très chargé, bénissant des milliers de fidèles en leur touchant la tête. Le 28 janvier, il est décédé de fatigue à Denchen Khalsang, Phodrang. Dans cette pièce vide, à travers les méandres du temps, on pourrait imaginer la figure du 10e Panchen Erdeni affairé. 班禅额尔德尼确吉坚赞是伟大的爱国主义者，是著名的国务活动家，是中国共产党的忠诚朋友，也是中国藏传佛教杰出的领袖。这在1989年1月28日，班禅圆寂以后，在中央召开的追悼会上，给实施班禅的一个政治结论。这4句话呢，概括了实施班禅伟大而光荣的一生。 Dans le bouddhisme tibétain, la vie actuelle du Bouddha vivant contribue à réaliser ses vœux de sa vie précédente. S'il n'a pas réussi, il peut se réincarner pour le poursuivre dans une vie future. Le 26 octobre 2021 est considéré comme un jour propice pour le monastère de Tashilhunpo. Ce jour-là, plus de 800 représentants des temples de diverses sectes du bouddhisme tibétain de la région autonome du Xizang, d'éminents moines du monastère de Tashilhunpo et des fidèles se sont réunis dans la grande cour du monastère de Tashilhunpo. Ils ont tous assisté au débat du Panchen Erdeni, Gyenken Norbu, et à son obtention du plus haut diplôme de Kanchen du monastère de Tashilhunpo. Le Panchen Erdeni a répondu aux questions calmement
et avec aisance. À 20h10, le débat s'est terminé avec succès et l'évaluation était réussie. Ensuite, les représentants d'éminents moines ont offert un manja et des hadas au Panchen Erdeni pour féliciter son obtention du diplôme Kachen. 这个噶钦学位呢，是扎什伦布寺的这个学经系统的最高学位，也就是表示着他在显宗五部大论学修上达到了相当高的层次，也就标志着他在显宗学习方面呢取得了很高的成就。班禅这一次取得如此的成就，对藏传佛教以后的传承具有十分重要的意义。 Le 28 octobre, les moines et les fidèles du monastère de Tashilhunpo, les représentants des temples de diverses sectes du bouddhisme tibétain de la région autonome du Xizang, ainsi que d'éminents moines du bouddhisme tibétain venus du Qinghai et du Sichuan, se sont réunis dans la grande cour du monastère de Tashilhunpo pour féliciter le Panchen Erdeni Genken Norbu pour son obtention du diplôme de Kachen. Pendant le sacrement du Panchen Erdeni Genken Norbu depuis 26 ans, il a accumulé une grande érudition, réfléchi profondément et a combiné la théorie avec la pratique afin d'approfondir son expertise en matière de bouddhisme. Son obtention du diplôme de Kachen marque un jalon dans la connaissance religieuse du Panchen Erdeni, établissant un modèle d'étude et de pratique pour le bouddhisme tibétain contemporain. 我也希望广大的藏传佛教活佛高僧乃至全体僧尼，学习习近平总书记“我将无我，不负人民”的伟大精神，传承佛陀慈悲为怀、普度众生的价值理念，为更好推动藏传佛教中国化方向发展，为筑牢中华民族共同体意识，为祖国强盛、人民幸福、世界和平，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，做出我们应有的贡献。 Depuis 1447, le monastère de Tashilhunpo se dresse sur la rivière Nyangchu, bravant les intempéries. La lignée des Panchen portera toujours le vœu grandiose de servir la nation, le peuple et de procurer le bonheur à tous les êtres vivants, se perpétuant de génération en génération sans fin. 前世大师们的这种光辉足迹啊，是我前进的方向。我会追随前世大师们的足迹，去继续前行。无论任何时候，我的初心是爱国爱教，我的使命
是护国利民，这个永远不会变。无论从第一世到我这11世，不管哪一世，我所要做的，我所追求的，永远不会变。Dans la nouvelle ère, le Panchen Erdeni Genken Norbu poursuivra ses vœux de promouvoir le patriotisme et la dévotion religieuse, de défendre la nation et servir le peuple, d'aider la société et tous les êtres pour guider le bouddhisme tibétain vers un nouveau chapitre.